Le sujet du jour, le don inné ou appris. Au cœur de notre société moderne se trouve un principe popularisé par Adam Smith, la spécialisation. Ce père de l'économie moderne soutenait que l'efficacité et la productivité de la société augmentaient lorsque ses membres se spécialisaient dans des tâches précises. La spécialisation du travail, qui s'est développée dès la période des chasseurs-cueilleurs, s'est intensifiée à travers les âges, de l'Antiquité au Moyen Âge, avec l'apparition des premières universités en 1088. Tout ce phénomène s'est intensifié jusqu'à la révolution industrielle où Adam Smith, avant l'événement et l'avènement du capitalisme, a formalisé ses avantages économiques. Ce processus a été poussé tellement qu'en plus de façonner les structures économiques et sociales, il est allé jusqu'à poser la productivité d'un individu comme son référentiel de valeur intrinsèque par rapport à sa propre vie. Une question se pose donc. La valeur de la productivité, donc son talent dans une tâche spécifique, est-elle déterminée par la génétique ou est-elle le résultat d'un travail acharné? Le débat sur le talent inné versus acquis est aussi ancien que la spécialisation elle-même. D'une part, des études scientifiques sur les jumeaux et les prodiges révèlent qu'une part significative de nos capacités, comme par exemple la musique ou le talent pour les mathématiques, est déterminée par notre génétique dès notre naissance. Cependant, la théorie des 10 000 heures nous rappelle que la persévérance et la pratique délibérée façonnent également les grands maîtres. À quel point l'environnement, le mentorat et l'accès à des ressources de qualité, la persévérance, jouent-ils un rôle crucial dans la transformation du potentiel brut en compétences raffinées? Aujourd'hui, en mêlant les archétypes de personnalité, les dynamiques du conscient et de l'inconscient, la confiance en soi et le don inné, nous chercherons à comprendre comment ces forces coexistent et interagissent dans le domaine complexe du talent. Notre exploration nous mènera à questionner si la quête de la maîtrise est véritablement limitée par nos gènes ou si le talent est bien le fruit d'un travail acharné. Messieurs, bonjour. Avant de commencer ce nouveau chapitre, est-ce que Romain, tu peux te présenter? Oui, je peux me présenter avec grand plaisir. Je m'appelle Romain et j'aide les personnes qui sont sans cesse dans un état de survie à reprendre le contrôle sur leurs émotions, sur leurs énergies, sur leur psyché, de manière à ce qu'ils puissent commencer à vivre, à créer, à bâtir dans la joie et la bonne humeur. Merci Romain. Rémi? Je suis un jeune individu qui participe activement à l'éveil des consciences par rapport aux relations entre les hommes et les femmes, notamment à la psychologie comportementale du côté des femmes. Faire en sorte de créer des relations toujours plus pérennes, plus agréables, plus saines. Magnifique, merci à toi. Moi, de mon côté, je m'appelle Yann Zamit, j'ai une chaîne YouTube sur la psychologie, les archétypes de personnalité, la psychologie jungienne. Donc, j'utilise différents modèles de compréhension de la psyché humaine pour avoir l'analyse la plus précise sur votre psyché et la psyché des individus autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis ou les personnes qui vous intéressent d'une autre manière. Est-ce que Romain, tu veux commencer par rapport à notre sujet? Oui, je veux bien. Je t'en Sujet prie. très intéressant. Merci. Le don est-il inné ou acquis? Là, on vient d'exposer la problématique, c'est-à-dire le don est-il, un objet, inné ou acquis? Et on peut opposer le don à sa capacité de production. J'aimerais commencer par un petit dilemme philosophique. Est-ce que une personne, un humain, qui toute sa vie aura travaillé dans des métiers à faible valeur ajoutée, McDonald's, intérim, des choses comme ça, pendant 50, 60 ans, mais qui, passionné de littérature, de philosophie, de poésie, s'en abreuver toute la journée et qui finit par écrire un seul poème d'une dizaine, quinzaine de vers qui va bouleverser des personnes entières, qui va faire pleurer des personnes entières, qui va être lu et relu des millions de fois à travers toute la planète. Est-ce qu'une personne comme ça a-t-elle été productive ou improductive? Voilà. Déjà, première petite question pour venir titiller des synapses qui n'auront pas forcément eu l'habitude d'être titillées. Pour moi, le don est quelque chose, d'inné. C'est-à-dire qu'on est avec sa génétique, une génétique propre, une génétique dont on n'a d'ailleurs pas percé tous les secrets. La génétique, déjà va s'exprimer sous la différenciation mâle-femelle et donc ça, Rémi pourra en parler mieux que moi, mais les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes,
objectifs. Donc c'est-à-dire que pour une même, pulsion intrinsèque, pour un même métier, les femmes et les hommes n'auront pas la même capacité de résolution des problèmes et de création de valeur et cetera. Également, et donc ça c'est Yann qui pourra en parler davantage, la génétique vont façonner notre archétype de personnalité, c'est-à-dire notre manière de voir le monde. Donc déjà, on va avoir 2 grands filtres qui vont faire que l'on aura naturellement des tendances à apprécier, certains domaines, à être bon dans certains domaines et très mauvais dans d'autres. Les filtres peuvent s'aiguiser davantage en procédant à une introspection, en découvrant peut-être des choses qui, à cause d'une enfance où on a eu ce manque, vont créer en nous une envie, extrêmement intense de s'adonner toute sa vie à combler ce manque et une fois que ça sera fait, à faire en sorte que plus personne sur terre n'ait ce manque. On va également avoir, des talents, des passions innées. Bref, donc tout un panel de choses qui vont faire que le don, c'est quelque chose d'inné, qu'on a en nous. Et que d'une certaine manière, on est condamné à pouvoir être bon et excellent dans un domaine, qui soit donc, appris parce qu'il existe déjà et maîtrisé à son paroxysme ou inventé en couplant différents différents, mmh, différentes compétences. Mais on s'y oriente volontairement en fonction de notre génétique et de nous. Donc la question en réalité, derrière ça, c'est comment découvrir son propre don pour le raffiner, pour derrière, dans une logique d'épanouissement ainsi que de productivité, trouver quelque chose dans lequel on est bon, qui nous plaît à faire et dans lequel on peut produire énormément de valeur. Donc voilà, ça c'était le 1er postulat que je voulais mettre en exergue. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous souhaitez, rebondir? Là, tu parles de manière prédominante justement de la place de l'inné dans le don. Heu, Tu en as fait donc une mention qui est très intéressante. Je pensais notamment au fait que les mystères du génome humain n'ont pas encore été complètement révélés, notamment. Heu, Est-ce que selon toi, ces mystères pourraient renfermer justement un secret tel que il n'y a rien de réellement acquis, tout est prédisposé au travers du génome et donc de la génétique et donc de ce qui nous est transmis de génération en génération? La question est vaste. Je vais répondre à partir, de mes connaissances et de la compréhension que j'ai actuellement. Je dirais que le génome va s'exprimer sous la forme que l'on appelle inconscient collectif, c'est-à-dire que vont être stockées dans l'ensemble de l'ADN des, énergies qui donc vont s'exprimer sous forme de molécules et qui dans la psyché vont s'exprimer sous forme d'une pulsion, on ne sait pas d'où elle vient, mais d'une pulsion qui est présente. Donc le génome nous limite et nous cadre dans notre expression. Maintenant, donc c'est-à-dire que d'une certaine manière, on est conditionné par notre génétique à avoir une certaine direction. Maintenant, d'après moi, la direction est tellement vaste et tellement grande avec un champ des possibles qui reste quand même extrêmement large, qu'on a suffisamment de quoi faire pour avoir le choix ou à minima l'illusion du choix. Mais derrière ça, est-ce qu'on a vraiment envie de faire autre chose? Parce que par exemple, ne serait-ce qu'en tant qu'humain, on va avoir un certain nombre de pulsions et d'envies de base, que par exemple des insectes ne vont pas avoir et vont avoir d'autres pulsions. Mais est-ce qu'en tant qu'humain, on a envie d'avoir les pulsions qu'auraient certains insectes? Par exemple, le fait de se faire couper la tête, après avoir, propagé la vie ou voilà, tout ce qu'on peut retrouver ne vivre que 3 jours et cetera. C'est-à-dire que c'est un cadre, mais c'est un cadre qui nous permet de rester heureux, d'être heureux et d'atteindre ce bonheur. Après, peut-être qu'il y a dans le génome des choses qui ne sont pas activées, mais qui activées pourraient permettre à l'homme une plus grande propension à la vie et de vivre d'une manière telle qu'il n'a jamais pu vivre à l'heure actuelle. Marcher sur l'eau, par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas un expert.
Voilà, c'est ce que j'aurais à dire d'après mon analyse. Dans ce cas-là, donc 2e question qui me vient, je vais me permettre directement d'enchaîner à ce sujet. Mmh, si on était amené à découvrir que vraiment, le la génétique jouait le rôle complètement prépondérant justement dans cette question du don, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a cette possibilité que chaque individu réponde à une fonction principale qui en fait incarnerait, je dirais, le rôle qu'il doit jouer sur terre, précisément, la valeur qu'il a apportée sur la planète et ce qui en fait, sans qu'on le sache à l'heure actuelle, mais qui pourrait expliquer que chaque individu a joué et qu'on ne peut pas émettre de jugement quand justement à en fait, un petit peu donc comme ce que disait Einstein, c'est-à-dire à juger un poisson à sa capacité à grimper à un arbre. Donc chacun serait alors c'est ça, dans quelle mesure chacun est-ce que serait à sa place versus dans quelle mesure est-ce qu'on peut être capable d'orienter les gens à partir de l'inné? Mmh, Je sais pas si c'est très très int clair. c'est limpide. Hem, alors déjà, en tout cas, c'est ce que je crois fortement et c'est ce enfin, c'est ce que de plus en plus, de faits tendent à réaliser, c'est que chacun sur cette planète, de par sa simple constitution très concrète ADN, a un rôle très précis, unique et que personne d'autre ne pourra le réaliser aussi bien que lui. Parce qu'en fait, il est là pour ça, dans ce prisme, de cette manière-là. Donc, à partir de ce moment-là et entre autres en sortant d'un cadrage qui va, par exemple, être celui donc d'Adam Smith, celui de produire, donc la production qui n'est rien d'autre qu'une optimisation du fait de pouvoir nourrir un maximum de personnes et donc en sortant de tout cadrage, enfin de tout et entre autres du fait de devoir manger pour manger, on peut arriver à se poser les questions et à vouloir chercher dans quoi est-ce qu'on peut être tellement bon que l'on va pouvoir innover, que l'on va pouvoir casser des plafonds de verre et que l'on va pouvoir être enseigné, même si on n'a pas de diplôme, par la suite dans des écoles ou dans des universités. C'est-à-dire que le seul moyen de créer des innovations qui semblaient jusque-là impossibles, c'est de travailler son don, ce pourquoi on est bon encore, encore, encore et toujours, parce qu'en fait, c'est la chose dans laquelle on aura toujours un bonus naturel de 30 pour imager. C'est-à-dire qu'à quantité de travail égale, la personne qui a son bonus de 30 bah, elle sera toujours plus forte. Et c'est également ce bonus qui va faire que quand on arrive au plafond de verre, les 30 auront également été décalés et donc vont permettre de le casser, de repousser les limites. Donc toute la difficulté est de savoir ce dans quoi on est bon, parce que ce n'est pas souvent un domaine, mais ça va souvent être un ensemble de domaines ou un ensemble de manières de voir les choses qui vont faire que notre propre ADN, par externalisation dans nos actes, va se répercuter sur tout. Dans le travail, dans notre œuvre, dans notre réalisation, dans nos relations, dans toute notre vie, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où on a trouvé la chose la plus profonde, notre flamme, pour utiliser un symbole que tout le monde va comprendre, que l'on peut, dans chaque seconde de sa vie, créer quelque chose qui va être nous et que l'on va sans cesse venir optimiser, affiner, affûter pour derrière créer, donc si tout le collectif fait ça, une société où il y aura une sorte de transcendance de la production parce que tout le monde produira largement plus que ce qui va consommer. Donc finalement, le don peut amener très loin. Là, j'ai une dernière question qui sera plus fermée, je dirais, parce qu'elle ne je ne pense pas que c'est le sujet réellement d'aujourd'hui et je pense que ça vaut le coup d'être traité de manière bien plus Ouais, ample dans ouais. notre podcast. Mais la question naturelle qui me vient, c'est, hem, dans ce cas-là, est-ce que la notion de don donc qui serait inné ici, va être obligatoirement associée à l'épanouissement de l'individu? Donc l'individu peut-il s'épanouir dans ce dans quoi il est bon? Et si ce n'est pas le cas, comment faire?
il n'y a pas d'épanouissement tant que l'on n'a pas trouvé sa voie. Réponse fermée. Et pour terminer mon propos et pour ponctuer sur une petite note d'espoir et de fantaisie qui permet un petit peu de s'évader, il existe en mathématiques un nombre, je ne pourrais pas vous expliquer la chose en détail, mais un nombre qui est 0, virgule, et une suite de 0 et de 1. Juste une suite de 0 et de 1, aléatoire. Et donc, c'est-à-dire que dans ce nombre est renfermé absolument tout. Pourquoi? Parce que les 0 et les 1, c'est une suite binaire. C'est-à-dire que si, par exemple, on vient isoler, une certaine suite très précise, donc on l'intègre dans un ordinateur, on va voir l'image ou une vidéo, par exemple, de la Terre il y a 70 millions d'années, de manière très précise, comme si on venait prendre une photo. Parce que, vu qu'on a plusieurs 0 et 1, il est renfermé quelque part une image très précise de la Terre il y a 70 millions d'années. Vont être, par exemple, renfermés, des plans architecturaux de choses qu'on ne pourrait pas encore, créer. Et donc qui, pareil, par suite de 0 et de 1, vont prendre la forme d'une photo qui peut être traduite par un ordinateur. Donc toute la difficulté, c'est de comprendre, enfin, c'est d'identifier les bonnes parties. Parce que rien nous dit que la photo va être juste, que la photo va être bonne, et cetera. Et donc, ça risque d'être un petit peu pareil avec l'ADN, c'est-à-dire que est enfermé quelque part des choses très intéressantes, mais la question, c'est de savoir identifier ces zones et les comprendre. Mais si demain, l'ensemble des personnes, ne serait-ce que se poser la question et à donner un petit peu d'énergie mentale à aller dans ce sens, des recherches pourraient être mises en place, des recherches plus approfondies, autant des recherches scientifiques par des consensus que des recherches personnelles par son expérience, par itération, par essai-erreur, pour avoir un maximum de data et donc trouver finalement la clé que va rechercher tout le monde, qui est celle de ce dans quoi on est bon et le trouver de manière mathématique, presque scientifique, avec un processus clair, net et précis. Donc la vie, c'est ce que l'on en fait et c'est cool. Voili voilou pour ce que je pense du don. Est-il inné ou acquis? Ok, je vais continuer, Rémi, je te laisserai terminer pour cette première partie. Euh, Moi, de mon côté, je vais parler un petit peu du talent brut, premièrement. Donc, je vais parler des archétypes de personnalité, aussi de l'environnement. Et après, on verra un autre point, qu'en fait, toutes ces choses-là ne sont pas si importantes. Parce que ce qui compte fondamentalement, c'est le temps qu'on passe sur une activité à se spécialiser. Donc, premièrement, pour parler un petit peu du talent brut. Donc, je, je considère qu'il y a 2 choses. Il y a vraiment le potentiel. Donc, imaginez que vous avez un potentiel pour, chaque type d'activité qui peut aller de 0 à 100. Voilà, vous avez votre potentiel et après il y aura la spécialisation que vous allez faire qui va vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Donc de quoi dépend ce potentiel? Comme vous attendez, je vais vous parler un petit peu des personnalités. Donc ça dépend simplement de votre archétype de personnalité. Donc pour les gens qui n'auraient pas vu les 2 podcasts ou qui ne sont pas au courant de ça, il existe 16 types de personnalités, 16 archétypes de personnalité qui sont déterminés par des fonctions cognitives, la logique, la capacité à être dans l'instant présent et créer, la capacité à raisonner de manière abstraite, d'avoir de l'intuition pour son propre avenir ou pour le futur des autres, toutes ces choses-là. Et quand vous combinez ces fonctions cognitives, par exemple la logique et l'instant présent, vous pouvez créer des choses. Quand vous combinez la logique et l'intuition dans le futur, ça permet de comprendre des opportunités, d'innover. Quand vous combinez votre ressenti interne, vos émotions à la création, ça crée de l'art. Donc vous combinez ces fonctions cognitives. Donc vous avez tous un archétype de personnalité quand vous naissez avec différentes fonctions cognitives. Donc là, je vais les faire. Logique, instant présent, votre futur, la capacité à ressentir les émotions des autres, votre capacité à savoir ce que pensent les autres, à être discipliné, organisé, votre capacité à savoir les intentions des autres
et pour finir, votre capacité à ressentir vos propres émotions. Donc ça, c'est les 8 fonctions cognitives qui existent et suivant un petit peu, votre personnalité, ils vont être placés à différents endroits et vous allez pouvoir faire différentes choses. Si vous êtes un archétype qui est à fond sur votre feeling, qu'on appelle INFP ou ISFP, faire des mathématiques et devenir un génie des maths, ça va être assez compliqué. C'est pas la meilleure idée pour vous, en espérant que vos 2 parents ne soient pas mathématiciens. Sinon vous êtes un petit peu dans la merde. Donc ça va vraiment dépendre de votre personnalité, de vos fonctions cognitives, premièrement, de vos prédispositions génétiques, parce qu'évidemment, il y a aussi la génétique de vos parents qui joue. Est-ce qu'ils ont des prédispositions de base pour, certaines choses? Et pour vous parler de la génétique, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, je me suis intéressé pendant longtemps au sujet du QI, hem et j'aimerais bien reposer, ces choses-là, histoire que vous qu'on puisse se rendre compte et que vous puissiez vous rendre compte que ça a un impact. Si vos parents sont très grands en taille, d'un point de vue, statistique, c'est très fortement probable que vous soyez grand aussi, en termes de taille. Donc, la taille de vos parents influence votre taille à vous, OK? Donc ça, c'est acté, on le voit, tous les jours. Donc qu'est-ce qui fait que la psyché de vos parents, donc leurs dons naturels et les choses dans lesquelles ils sont plus mauvais, qu'est-ce qui fait que ça se transmettrait pas à vous? Bah, je vais vous le dire, rien du tout. Ça aussi, ça se transmet à vous et c'est un truc qu'on ne qui en France est très tabou. Quand on parle de ça, parce qu'on est dans une société qui est très orientée sur la méritocratie, donc le mérite, je travaille et j'obtiens un résultat. Oui, tu travailles, tu obtiens un résultat, mais il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Voilà et donc ça dépend, de la génétique et de votre personnalité. Donc premièrement, il y a ça et également, il y a l'environnement, dans quel environnement vous avez vécu, comment étaient vos parents, quelles ont été les fonctions cognitives prédominantes qui vous ont donné? Est-ce que vos parents étaient très empathiques? Est-ce qu'ils ont été orientés vraiment sur la logique? Est-ce qu'ils vous ont donné de la vision? Vous ont motivé? Ils vous ont dit de tout le temps faire les choses? Donc il va y avoir un aspect personnalité, génétique, un aspect environnement et tout ça, ça va créer ce que j'appelle le talent brut. Donc vous avez tous une certaine quantité de talent brut dans certains domaines spécifiques, qui ont été aussi créés par l'école et les environnements, dans lesquels vous avez été. Donc ça, c'est une première chose. Vous avez un talent brut et ce que vous devez faire et c'est vraiment votre mission et ça doit être la mission de tout le monde ici, de chercher pourquoi vous êtes bon, quels sont vos talents naturels. Et une fois qu'il y a ça, je reste un archétype qu'on appelle l'ISTP, le spécialiste. Il y a la spécialisation. Sachez que la spécialisation, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je me suis spécialisé pleinement dans ma vie, dans 2 domaines, la vente et les archétypes de personnalité et j'y ai passé, pour la vente plusieurs milliers d'heures et pour les archétypes de personnalité aussi. Donc ça m'a pris à peu près 3 ans pour me spécialiser dans ça et j'ai un très, très bon niveau de maîtrise, mieux que, voilà, je prends une personne sur 200, une personne sur 300, je suis bien meilleur qu'elle en closing, donc en vente et sur les archétypes de personnalité, une personne sur 1000. Voilà. On est sur ce niveau de compétence et j'ai atteint ça en 3 ans. Donc il y a quand même une question à se poser, c'est que, OK, il y a un talent brut, il y a des capacités naturelles. J'aime bien traiter avec l'humain, je trouve ça cool, donc j'ai des capacités naturelles dans ça. Néanmoins, je trouve qu'au niveau de tout ce qui est spécialisation, dont, qu'on a souvent tendance par, un peu par habitude de mettre un petit peu ça sous le joug de l'inné, du don, des capacités naturelles, alors que souvent, il y a juste un manque de temps. Il y a pas assez de temps qui est passé sur une compétence spécifique, pas assez d'implication et je vois ça notamment parce que, comme vous, je traîne beaucoup avec des entrepreneurs et on peut voir que les entrepreneurs, enfin, quand on est entrepreneur, il faut se spécialiser dans quelque chose. Donc on voit, voilà, n'importe qui, il y a énormément de temps qui a été passé sur une compétence et ces personnes ont dit: «OK, cette personne c'est telle compétence, cette personne c'est telle compétence». Enfin, moi je vois les gens autour de moi comme ça et quand on s'oriente sur des gens, un peu plus, lambda, je dirais, qui ont un métier, salarié et des passions, il n'y a pas en fait autant de temps qui a été passé sur,
sur des compétences. En fait, il y a pas de spécialisation qui a été faite et je je j'ai quand même naturellement tendance à penser que juste les gens passent pas assez de temps sur les compétences, ils sont juste flemmards et ce qui fait qu'ils ont, il y a rien, ils peuvent ri sortir rien d'incroyable, en fait. Parce que, en 3 ans, j'ai pu me spécialiser dans 2 compétences, les développer à fond et j'ai changé de compétences entre 2. Donc pour moi, les gens se spécialisent juste pas assez et c'est pour ça que, pour parler du principe de spécialisation et de valeur qu'on peut donner, que ce soit de la valeur économique, donc recevoir de l'argent parce qu'on est spécialisé dans une compétence, on peut donner beaucoup de valeur ou de la valeur sociale. Simplement, la chose que j'aurais à répondre, c'est que j'ai tendance à penser que les gens se spécialisent pas assez et qu'il y a il y a un manque de focus, en fait. Il y a un manque de compréhension surtout, parce que je discute avec, forcément tous les archétypes de personnalité. Il y a un manque de compréhension de l'importance d'une compétence et de la compétence dans la vie. Si les gens se rendent pas compte en fait, le terme de compétence, les gens comprennent pas pleinement leur implication et à quel point ça peut être enfin, ça ne peut pas être, c'est extrêmement puissant et vous spécialiser dans une compétence, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire de votre vie. Plus vous êtes spécialisé dans une compétence, plus les gens le remarqueront et le talent attire le talent. Si vous êtes incroyablement spécialisé dans une compétence, il y aura des personnes avec qui vous connecterez qui seront également spécialisées et vous ne ferez qu'échanger, gagner, devenir plus fort, plus intelligent, plus heureux. Voilà pour mon point. Très, très intéressant. J'ai, quelques petites questions pour peut-être venir cerner un peu mieux le propos. Déjà, c'est quoi la compétence enfin la différence que l'on pourrait voir entre ce que l'on appelle communément une compétence et ce que l'on pourrait apparenter de manière plus générale à du savoir et de la connaissance? Je dirais que la compétence s'applique dans le réel. Le connaissance, savoir, c'est de l'information brute, alors qu'une compétence s'applique dans le réel et permet d'avoir un résultat physique. Quand on parle de compétence, on parle de concret, justement, de résultat. Quand on dit que quelqu'un est compétent, c'est qu'il peut créer du résultat dans le monde physique. N'importe quelle forme de résultat, monétaire, financier, social, en termes de création. Il y a une création de valeur, en fait, quand on parle de compétences. C'est comme ça que je pourrais te le définir et que je le vois. Et est-ce que tous les archétypes peuvent développer une compétence? C'est sûr. Enfin une ou plusieurs d'ailleurs. Oui, je pense que tous les archétypes peuvent développer des compétences. Il y a une fonction cognitive qui s'appelle SE, qui est l'instant présent, la maîtrise de l'environnement physique. Donc, les archétypes avec des gros SE, notamment les ISTP, les ESTP, les INTJ, aussi, peuvent développer des compétences beaucoup plus rapidement que les autres archétypes. Donc, si on parle de compétences brutes, parce que du coup, on parle du monde physique, du monde concret, c'est eux qui peuvent développer ces compétences plus rapidement. Donc certains archétypes seront plus lents, mais peuvent quand même les développer. Et aussi, imaginons que j'ai un autre archétype, par exemple, disons un ENFP, donc un avocat qui a cette fonction cognitive SE en démon. Donc, voilà, je ne vais pas détailler la fonction démon, mais c'est pas le meilleur placement au niveau des fonctions cognitives. C'est un peu le pire placement que vous pouvez avoir dans le cerveau humain. Vous avez tous une fonction cognitive démon, les ENFP ont cette fonction cognitive. Donc, sans faire attention, des fois, ils mettent très mal à l'aise les gens, et parfois même ils le font exprès de mettre mal à l'aise les gens. Donc, c'est une fonction cognitive qui est loin d'eux. Développer une compétence, c'est compliqué. Mais par contre, un ENFP qui a un niveau de compétence égal au mien, sera bien supérieur en termes de capacité de typage. Parce qu'il a des fonctions cognitives que moi j'ai pas, comme la fonction NE, et savoir les intentions des autres, le futur des autres. Donc ce sera une machine de guerre, littéralement, parce qu'il a des fonctions cognitives extrêmement puissantes, que ce soit liées à la pensée des autres, aux intentions des autres, à ce qui va se passer. Donc, voilà pour ta réponse, Romain. Tout le monde peut développer une, mais ça va juste prendre plus ou moins de temps suivant ton archétype. Et aussi de la compétence que tu développes. Si tu me demandes de développer des compétences en organisation, bon, je peux le faire, mais ça va me prendre du temps, quoi. Je suis meilleur pour traiter de l'humain dans le monde physique. D'accord.
Donc c'est-à-dire que la compétence, ce serait un savoir-faire externalisé et externalisable Ouais, c'est ça. pour synthétiser. Et OK, mais dans ce cas-là, est-ce utile d'absorber des connaissances et d'augmenter son niveau de savoir? Bah, ça dépend dans quoi. En général, oui. Je te dirais le fameux, la fameuse règle de la compréhension de l'univers, plus tu augmentes ton niveau de compréhension du monde, globalement, plus tu absorbes de savoir, plus tu es efficient. En fait, il faut pas oublier qu'on est sur on est sur une sorte de compétition à l'échelle, planétaire, tu vois? En fait, on est en compétition tous ensemble, on s'en rend pas forcément compte, parce on se fait des teams, tu vois? On est alliés. Chaque fois, on fait des teams, on est alliés. Les gens se connectent entre eux et donc tu te rends pas compte, mais dès que tu augmentes un petit peu ton niveau de compétence, que tu lis un livre en plus, que tu apprends une compétence en plus, n'importe laquelle, ça augmente, bah, quelque chose qui s'appelle ta valeur, en fait, ta valeur sociale. Genre et s on va pour revenir sur le terme de valeur, il y a l'aspect de valeur économique, il y a l'aspect aussi de valeur sociale. Plus tu as de compétences, plus tu as de valeur sociale. Il y a 3 ans, j'avais moins de valeur sociale que maintenant et plus quelqu'un va développer de compétences, plus quelqu'un va gagner aussi en connaissances et idéalement, bah, ce qui est bien, c'est quand tu gagnes en connaissances et des connaissances que tu peux appliquer dans le domaine dans lequel tu es ou dans la vie réelle et plus cette connaissance est utile dans la vie réelle et pour moi, bah, forcément, c'est les archétypes de personnalité, j'utilise ça toute la journée, je type, tout le monde autour de moi. Plus cette compétence est proche de la vie réelle et plus les gens jugent ça utile, plus tu gagnes en valeur sociale. Donc ouais, c'est utile fondamentalement de gagner en connaissances. Après évidemment, toutes les connaissances n'ont pas la même valeur, suivant le lieu social et ce que tu vas faire. OK, donc les connaissances permettent de devenir beau. Voilà, D'a simplification incroyable. Le mec qui écoute pas, tu vois? Non, bien sûr, c'est un peu Je plus je compliqué. je sais, je sais. Pour donner peut-être un petit ordre d'idée, en combien de temps est-ce qu'on peut devenir meilleur que 90 des gens, très bon, puis un maître absolu? Mmh, c'est une bonne question. Alors j'ai plus les chiffres exacts, il faudrait que je te les retrouve. Alors je les chercherai peut-être dans le podcast, mais il te faut 20 heures pour devenir, meilleur que 90 des gens ou 80 des gens, si je me rappelle bien. Donc 20 heures, c'est quand même, assez court en termes de temps, quoi. C'est en une semaine, tu te fais les 20 heures. Hem, Au bout des 100 heures, tu fais partie du top 1 dans un domaine. Je crois qu'il faut que tu puisses lire seulement 3 livres pour faire partie du top 1 dans un domaine. Personne ne lit 3 livres dans un domaine spécifique. Donc tu lis 3 livres. Alors, Ouais, vas-y Rémi? ouais, juste par rapport aux senteurs, c'est exactement ça. C'est 20 minutes par jour, en gros, à peu près, ce qui fait, enfin, sur l'espace d'un an, les senteurs qui permettent d'atteindre le top 1 dans une compétence. Voilà et Ça paraît quand même ridiculement faible. Enfin, c'est très simple, quoi. ouais, ouais, c'est simple. Mais du coup, tu lis 3 bouquins dans un domaine, tu es dans le top 1 et après, bah, là, c'est là où tu vas passer, bah, les fameux 10 000 heures, tu vois? Tu vas passer plusieurs centaines d'heures dans un domaine, tu vas le creuser de plus en plus en profondeur et arriver à plusieurs milliers d'heures, là, tu vas commencer à devenir un vrai maître, dans ce domaine et pour, rappeler ce que j'ai parlé du concept des 10 000 heures dans le début du podcast. Les 10 000 heures, pour rappel, c'est pour devenir le maître, le grand maître international de ce domaine. Donc, on parle National. vraiment de plusieurs années de pratique à coup de 8 heures par jour. On parle de grand maître international. Donc, c'est-à-dire, c'est un niveau que vous n'avez pas besoin d'atteindre forcément pour briller, entre guillemets. Rien qu'avec plusieurs centaines d'heures dans un domaine, vous êtes largement compétent que n'importe qui autour de vous. Et plusieurs milliers d'heures, vous avez un niveau incroyable. Vous avez pas besoin d'atteindre le fameux, la fameuse barrière des 10 000 heures, quoi. Alors à ce OK, sujet, il y a des classements qui ont été faits, juste une précision. bien sûr. 10 000 heures, c'est censé être trésor national et 100 000 heures, non 50 000 heures pardon, censé être, joyau mondial. Voilà.
Voilà. Et Voulez-vous qu'est-ce qui se être passe un quand tu es trésor ou un joyeux? joyau? Qu'est-ce qui se passe quand tu es joyau mondial? En fait, c'est que tu arrives à un tel niveau d'expertise que fondamentalement, tu es spécialisé dans ton truc, tu es au-dessus de tous. C'est-à-dire tu es, si tu te considérais comme étant second dans ton domaine, personne n'aurait le courage de s'estimer premier. C'est ça que ça veut dire. Mmh. OK, OK. Mais si la moyenne était bien plus haute et bien plus intransigeante, est-ce que les on va dire les échelles de «on est bon par rapport aux autres» s'enverraient modifiées? Ou est-ce que ça changerait rien? Par exemple, si c'était courant que chacun ait 10 000 heures de pratique dans un domaine, de par l'éducation en changeant. Très bonne question. Non, les standards changeraient, je pense. Ouais, Parce ça qu'effectivement, là, les standards sont basés sur Sur la la nullité des gens. on pourrait dire ça. Enfin, en fait, c'est pas les standards sont basés sur la comparaison, parce que les standards, en fait, ils sont étudiés, observés, justement avec un référentiel qui va être à l'échelle d'un groupe d'individus ou alors à l'échelle du monde. C'est pour ça qu'on peut se dire ces statistiques-là et se dire: «Waouh, on est, top 1 quand on a fait seulement 100 heures». On se dit: «Waouh, seulement 100 heures». Bah oui, effectivement. En même temps, c'est quand on considère qu'il y a une multitude de domaines et de champs d'expertise à avoir, en même temps, c'est pas non plus étonnant. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. ouais, et c'est un point d'ailleurs que, ouais, j'ai oublié de citer, et c'est dans le principe de la spécialisation d'Adam Smith. Il est d'un point de vue individuel, mais pour rappel, c'est d'un point de vue de la société. Pour ceux qui connaissent pas Adam Smith, il a théorisé le concept de la main invisible. Plus le temps avance dans la société, plus on augmente, heu, la société d'un point de vue technologique, qu'on s'améliore, plus en fait, il y a de la spécialisation qui est mis dans des domaines spécifiques. Voilà, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait un chaman, un mec qui traitait les peaux, un mec, qui, lançait, des javelots, un gars qui, tire à l'arc, le bourrin avec la massue. Voilà, on avait une team, vous pouvez jouer, 5-6 personnages. Ensuite, une centaine, puis des milliers, une dizaine de milliers, au point où aujourd'hui, je sais pas combien de domaines de spécialisation il existe, et je sais même pas s'il y a un classement qui a été fait. Mais bon, on est sur des centaines de milliers de domaines, à minima, voire même des millions, et plus le temps avance, plus en fait vous avez, de domaines de spécialisation qui existent. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on retourne sur votre talent brut, il devient de plus en plus facile avec le temps de se spécialiser dans un domaine. Parce qu'en fait, vous avez de plus en plus de chances, si vous cherchez un minima, de trouver en fait le domaine dans lequel vous êtes bon naturellement. Voilà, donc ça ne tient qu'à vous de le trouver. Voilà, spoiler, ça n'a jamais été aussi facile, foncez et faites votre taf, tout simplement. Et même si vous trouvez, et pour rappel aussi, parce que souvent on parle du coup des 10 000 heures, de tout ça, quelqu'un qui peut être là, moi, «Ah ouais, mais 10 000 heures, ça fait quand même beaucoup de temps». Sachez que ce qui fait que vous allez être très bon dans un domaine, c'est le fait que vous avez apprécié le domaine. Donc premièrement, trouver un domaine que vous appréciez, parce que je sais que souvent on parle de passion. Moi, au début, ce que je fais là, les archétypes, ce n'est pas une passion. Le closing, ce n'était pas une passion. C'est devenu une passion. C'était quelque chose que j'aimais, et c'est devenu une passion avec le temps. Je n'ai pas de passion, moi. Enfin, de base, je n'ai pas de passion, c'est de la passion qui a été créée à force de travailler dans le domaine, parce que plus vous plongez dans un domaine, plus vous allez vous rendre compte qu'il est dense, qu'il est complet, qu'il est intéressant, et c'est là que la passion se crée. En fait, la passion, c'est une connexion émotionnelle par rapport à votre travail. Il y a des gens qui ont des passions innées, mais sachez que si vous n'avez pas de passion innée, ce qui est le cas d'énormément de personnes, en fait, c'est quelque chose qui va se créer au fur et à mesure. Donc testez, osez vous accrocher à un domaine pendant plusieurs centaines d'heures, et vous allez voir que vous allez forcément à un moment trouver votre passion, quelque chose qui vous fait kiffer profondément. Très Rémi, intéressant, je n'ai ouais. plus de questions. Rémi, si tu une question, si tu veux continuer, vas-y. Je pense qu'on aura de quoi rebondir, parce que là, j'ai une première partie sur laquelle je voudrais discuter, touche, vraiment à la partie innée versus la partie acquise. Je pense qu'il y aura un second aspect à traiter dans ce cas-là. Donc je pense que je vais commencer par rapport Vas-y.
à la partie de l'inné, dans le cadre des relations hommes-femmes, précisément dans le cadre de la séduction et des relations. Déjà, on peut se rendre compte d'un point de vue génétique qu'il y a une forme de don au fait d'être physiquement attirant. Forme de don, pourquoi? Parce que forcément, il y a une partie de la population qui va être catégorisée comme étant belle, physiquement attirante. Il y a pas le choix et ça va être par culture, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de standard de beauté. Il y a 3 types de standards, on va dire. Les standards de beauté qui vont être, globaux, c'est-à-dire à l'échelle du monde, à l'échelle d'une espèce en réalité, d'accord? Il y a les standards de beauté qui vont être à l'échelle d'une culture ou d'une sous-culture, on pourrait le dire. Et enfin, il y a les standards de beauté qui vont être de l'ordre de l'individu, c'est-à-dire des goûts personnels, qui vont être composés fondamentalement de de ce que l'individu aura eu comme expérience avec tel ou tel type de personne, telle ou telle apparence physique, qui va définir que cette personne va être attirée par ce physique. Je parle de tout ça parce que vraiment, on peut relever du don que le fait d'avoir une facilité à mettre en avant certaines caractéristiques physiques vis-à-vis d'autres personnes dans le cadre d'une danse rituelle, qui aurait lieu pour pouvoir attirer le partenaire d'ailleurs on pourrait dire, qui serait propice pour la procréation. Parce qu'en réalité, l'espèce humaine, tout comme les animaux, le but ultime après la danse rituelle, ça va être la procréation. Donc jusque là, très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut caractériser ces différents, traits? Là, on va parler juste pour commencer du physique et ensuite un petit peu plus du caractère, propension au charisme et autres. Mais comment est-ce qu'on peut caractériser ça? Déjà, il faut savoir, il y a des études qui ont prouvé, il faudrait que je les cite, que je mette les sources, mais que la la beauté, le charme va pouvoir se transmettre de mère à fille, mais il n'y a pas de corrélation qui a été trouvée entre la beauté et le charme du père et celui du fils. Déjà, c'est une chose et même on va aller plus loin que ça, heu, le fils va pouvoir récupérer les attributs masculins, du père, mais on a trouvé aussi des sources ou des recoupements qui montraient qu'il y avait une tendance à sauter une génération. C'est-à-dire que le petit-fils ait des traits, donc de l'apparence physique plutôt du grand-père et même, pour le coup, pas du grand-père paternel, mais du grand-père maternel. Ce qui amène à des conclusions assez intéressantes sur, heu, comment est-ce que 2 personnes vont être amenées à, on va dire, rentrer dans une relation amoureuse, procréer, concevoir un enfant et comment est-ce que l'enfant va donc pouvoir avoir le meilleur patrimoine génétique pour pouvoir être physiquement attirant et donc perpétuer l'espèce? Parce qu'en réalité, ça, il faut clairement le concevoir, c'est qu'il y a cette notion, notamment du côté des femmes, de vouloir sécuriser le meilleur patrimoine génétique pour pouvoir procréer. Ce qui veut dire que les personnes qui ont le plus de chances de pouvoir transmettre, on va dire leur savoir, leurs acquis et donc le patrimoine génétique, c'est des personnes qui vont être physiquement plus attirantes. Beaucoup plus que des personnes qui vont être physiquement repoussantes, forcément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais discuter, donc là, c'est par rapport aux avantages qui vont être innés, dans le contexte de la séduction par rapport à l'apparence. Deuxième chose, c'est tout ce qui touche au charisme, à l'intelligence émotionnelle, à la fidélité, à l'empathie et à la communication. Donc 5 grands sujets desquels on peut trouver justement quelques prédispositions génétiques, effectivement et qui vont pouvoir jouer aussi, notamment un rôle assez majeur dans les relations amoureuses. Ce que ça veut dire, c'est que effectivement, on va trouver une forme d'incompatibilité chez certaines personnes, entre elles, avec donc d'autres personnes, simplement sur le fait que, alors pour le grossir, pour caractériser, mais qu'elles aient un gène long de la fidélité. Un gène long qui impliquerait justement d'avoir plus de difficultés à rester avec la même partenaire, par exemple. Vous voyez? Ce qui impliquerait quoi? Ce qui impliquerait que justement certains individus ont une propension à la tromperie. La tromperie qui sera dans le cadre des relations amoureuses, aussi dans d'autres cadres de la vie, ce qui va, on peut le déduire,
faire en sorte de les empêcher de tisser des liens de profondeur avec d'autres individus, parce qu'ils seront toujours dans le risque et partiellement malgré eux, même si encore une fois on peut résister dans une certaine mesure les pulsions, mais à quel point? C'est aussi le sujet. Mais ils vont se retrouver donc malgré eux dans un cas où, par pulsion, ils vont être amenés à tromper. Tromper leur partenaire ou alors ça peut être, mentir, ça peut être faire quelque chose en tout cas de déplaisant et qui serait vraiment très peu apprécié par l'autre partie. Ça, c'est valable pour la fidélité et donc le cas de la tromperie ou d'agir comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut l'associer aussi à des traits de caractère selon les archétypes et donc c'est pour ça qu'on peut aussi lier, c'est très intéressant que tu en redises dessus Yann, et lier un petit peu de aux archétypes le 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 patrimoine génétique des individus. Comment est-ce que leur prédisposition génétique va influencer les fonctions cognitives qu'ils vont le plus facilement utiliser? C'est tout un sujet. Et le dernier point sur lequel j'aimerais rebondir, donc, c'est par rapport à l'empathie et la communication. On va trouver des individus qui vont disposer d'une intelligence émotionnelle ou d'une empathie qui va être très grande, relativement naturellement. Et on va avoir d'autres individus qui, à l'inverse, même avec beaucoup de travail, beaucoup de pratique, ne vont jamais réellement réussir à se mettre à la place d'autres personnes ou à comprendre les émotions des autres. Ce qui va les empêcher tout aussi bien de tisser des relations plus profondes, sauf s'ils s'y prennent de la bonne manière, c'est-à-dire en faisant un travail en pratiquant régulièrement, mais ils ne pourront jamais arriver au même niveau qu'un individu qui a ses prédispositions génétiques. Donc dans le cadre des relations, on peut remarquer que pour la pérennité de la relation amoureuse, les prédispositions génétiques vont primer, vont être capitales. Maintenant, lorsqu'il s'agit, ça on y reviendra ensuite, lorsqu'il s'agit simplement d'attirer à soi, on va dire un mâle ou une femelle dans un instant propice, simplement pour une expérience charnelle, là, effectivement, les critères de sélection se font beaucoup plus flexibles, disons. OK, donc ça, c'est ta première partie, après tu veux rebondir sur la suite. Donc tu veux poser qu'on pose les questions maintenant? Peut-être? Par rapport à ce sujet, si vous voulez, oui. Après, je vais Ouais, parler de l'acquis. OK, OK. Alors moi, j'ai une petite question, j'aime bien te poser ce genre de questions en podcast. C'est quoi le top, tu vois, le starter pack, le top 3 des pires traits qu'un individu peut avoir qui va détruire ses relations, tu vois? Donc tu imagines le mec le plus beau gosse du monde ou la fille la plus fraîche, tu vois? C'est quoi le top 3 des pires trucs qu'ils puissent avoir qui vont flinguer leur relation? Top 3, c'est extrêmement simple. Je pense que Romain, tu as aussi pensé, potentiellement la même chose que moi. C'est les traits de caractère qui sont associés à la triade, je crois qu'on appelle ça triade noire ou obscure en français, je sais pas exactement. The Dark Triad en anglais, qui sont les traits de caractère typiquement associés au machiavélien, au narcissique. C'était psychopathie, machiavélisme et sadisme? C'est ça, psychopathie, ouais, psychopathie. Psychopathe, machiavélien ou narcissique. Et donc les traits de caractère des 3 personnes vont, de manière assez contextuelle, pouvoir intéresser régulièrement les jeunes demoiselles ou les jeunes damoiseaux apeurés dans un contexte principalement qui va être, nocturne, type bar, boîte de nuit et cetera, ou dans d'autres contextes, mais où justement l'approche se fait plus légère, les contextes de soirées universitaires par exemple. Donc ce sont des traits de caractère qui vont être, je dirais grandement appréciés par les 2 sexes, disons, de prime abord. Et Mmh. surtout chez les individus qui sont blessés, blessés et toxiques, bien sûr. À l'inverse, pour la pérennité de la relation, là, ça sera généralement complètement rédhibitoire parce que la personne qui est sous le coup d'un individu qui dispose des traits de caractère propres aux 3 archétypes qu'on a vus donc, narcissique, psychopathe et machiavélien, va généralement, progressivement tomber dans, heu, le chaos, la dépression, peut-être parfois, la psychose et pour mener au suicide, d'ailleurs. OK. C'est vachement intéressant que tu parles de ça parce que je sais pas si tu avais un peu cette traîne au niveau, séduction, chez les gars, en mode ouais,
plus tu as les trucs de la triade noire, plus du coup tu as de chances de séduire une femme et c'est bien de rappeler que, c'est, on parle quand même pour rappel sadisme, psychopathie, voilà, c'est des trucs qui sont considérés comme des maladies ou des trucs, déviants et genre, salement et pas acceptés de la société. Donc c'est bien de rappeler que, c'est pas ouf d'avoir ces traits, et il faut pas, faire en sorte que vous essayez de les pousser parce que c'est pas des choses positives et vous avez d'autres moyens, d'autres leviers, pour séduire des membres du sexe opposé. Je parle notamment parce que c'est une trend qui était vachement chez les gars. Hem, si vous êtes un gars, Qui vous existe aussi chez les avez filles. chez Qui les existe chez aussi les chez les filles. chez les Je filles l'ai aussi? observé, Incroyable. c'est complètement fou. Complètement fou. Non, sérieux? Si, 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 si. OK. Ah ouais. Non, c'est zinzin. J'aimerais quand même nuancer en disant, en fait, c'est pas basé sur rien. C'est-à-dire que c'est pas juste: «Oh, étrangement, les personnes du sexe opposé vont être attirées par les traits de caractère», en apparence en tout cas, de manière superficielle, par les traits de caractère de la triade noire. C'est qu'en réalité, derrière ces traits de caractère propres à la triade noire, il y a en fait, on pourrait considérer l'observation, de manière superficielle donc, de traits de caractère qui, s'ils étaient développés de manière saine, Mmh mh. seraient réellement positifs pour développer une relation amoureuse, elle aussi Et saine. d'un point de vue succès aussi, ouais. Exactement. Ouais, ouais, Mais généralement, on se rend compte que le succès matériel va être associé à des traits de caractère toxiques. Ce qui pourrait nous donner un indicateur comme quoi, bon, si on recherche l'accomplissement matériel, généralement, on n'est pas tout à fait sur la bonne voie. oui, c'est ça, parce que tout ce qui est, notamment la psychopathie, ça permet d'avoir une certaine, flexibilité, forcément comme on s'attache pas aux gens et donc bah, forcément d'atteindre, du il y a pas, tout de suite un processus émotionnel qui se fait chez la majorité des individus. Donc c'est des choses forcément quand vous avez ce trait, vous êtes plus susceptible, d'avoir, du succès, donc dans sa version dark et la version on va dire, soft de ça, c'est tout simplement avoir un contrôle émotionnel, d'avoir un contrôle émotionnel, de pouvoir ressentir les émotions. Voilà et donc juste dernier truc, je te laisse rebondir Romain. N'oubliez pas, vous faites je vous incite à pas développer ces choses car rappelez-vous, les psychopathes, on les voilà, l'humain de base n'aime pas les psychopathes. Si vous êtes un psychopathe, vous risquez de finir enfermé dans une prison ou de vous faire tuer. Donc ne soyez pas des psychopathes. Je te laisse continuer Romain. Oui, il faut rappeler aux auditeurs, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne viole pas, voilà. On essaie d'être normal. Par rapport Et on ne au con convoite pas et on ne convoite la pas femme d'autrui, exactement. tout à fait, parce que toutes les autres t'appartiennent. Par rapport au contrôle émotionnel, il est vrai que quand on a une névrose, quel que soit son degré d'expression, il est compliqué d'y résister et que par définition, si c'était simple et que tout le monde y arriverait, la névrose ne n'existera pas. L'une des causes principales de la névrose, laquelle est-elle? C'est qu'une énergie et un contenu qui est stocké dans l'inconscient a du mal à s'exprimer et exister dans le conscient. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est une énergie qui va parler, enfin qui va être transmise au conscient sous forme d'images, donc de symboles. C'est-à-dire que si soi-même on n'a pas une culture suffisamment développée, qu'on n'a pas lu suffisamment d'histoires, de mythes, de contes, de légendes, qu'on est un petit peu aride de ce côté-là, l'énergie inconsciente ne va pas réussir à venir se fixer et donc elle va s'exprimer par un prisme, par un biais conscient, qui va le faire gonfler, là où il ne devrait pas être aussi gros. Donc voilà, petite précision sur l'explication d'une névrose, je voulais juste rebondir là-dessus et j'avais, une question sur quoi donc par rapport au don, génétique, donc le critère de enfin la beauté qui est forcément quelque chose d'inné, enfin, la beauté donc c'est quelque chose qui va s'exprimer à travers nous. Maintenant, on pourrait en tant qu'individu ne pas trouver cette personne belle. Ce sont des standards qu'on va trouver beaux, mais pas la chose en elle-même. Du coup, sur quoi reposent les standards de beauté? Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver une personne belle ou pas? Question
j'ai envie de dire, relativement large, relativement large. Ça va vraiment dépendre de c'est ça, il y a 3 grandes, grilles de lecture. La première grille de lecture, c'est standards, humains qui vont être affectés par le temps. C'est-à-dire qu'on peut voir une évolution des standards de beauté des années 1900 jusqu'à maintenant, par exemple, qui va passer donc notamment par le style vestimentaire, ainsi que le style capillaire. Ça, c'est donc 2 grands aspects qu'on peut déjà observer. 2 grands aspects qu'on peut déjà observer, qui eux, ne vont pas toucher pour le coup à l'inné, mais bien plus à l'acquis. Alors, juste pour le style capillaire un petit peu différent, je veux dire, on va pas non plus pouvoir changer la densité de ses cheveux, par exemple, donc de sa capillarité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer globalement le style capillaire en lui-même. Moi, j'opte pour un style qui est très décontracté et simple, par exemple, comme ça. Ouais, et en Pas besoin parlant de du style capillaire, on va faire un sondage. Vous pouvez noter pour la meilleure coupe, lequel de nous fera la meilleure coupe. j'ai une coupe de moine, donc je pense que c'est vite dit. Très sérieux. Donc la capillarité ainsi que, le style vestimentaire, c'est ça, qui vont varier significativement en fonction des cultures parce qu'effectivement, on peut se rendre compte que, le style vestimentaire qui va être, je dirais, reconnu comme étant de top qualité et appréciable aux États-Unis va pas être le même qu'en Chine, par exemple, ou en Corée. Et après donc on a donc d'un côté la temporalité forcément, donc en fonction des époques, à l'échelle du monde, à l'échelle des pays, nationalement parlant, en fonction de la culture. On peut voir par exemple qu'un style vestimentaire en France, à Paris, même ne serait-ce qu'entre deux endroits différents d'un même pays, entre, un contexte urbain et un contexte de la campagne, parce que forcément, dans un contexte plus, rural, le style vestimentaire va être moins impactant. Donc il y a plein, plein, plein de facteurs à considérer là-dedans, notamment dans le fait que, en fonction du lieu, même au sein même d'une culture, si c'est un contexte urbain ou rural, en fonction de la temporalité, donc quelle époque on se situe et en fonction de l'individu, on va avoir des standards différents. Donc sur quoi est-ce qu'on peut se baser maintenant pour pouvoir optimiser son apparence physique? Hem, je recommanderais, disons, déjà, d'avoir un style vestimentaire qui me permet d'être suffisamment à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle une discrepancy, il va y avoir un manque d'harmonie. Un manque d'harmonie si jamais le style vestimentaire qu'on arbore n'est pas à l'aise, n'est pas confortable, je dirais. Donc il y a un savant mélange à avoir entre être confortable dans ses vêtements et l'apparence dégagée par ses vêtements, premièrement. Deuxièmement, en fonction des milieux qu'on côtoie, parce qu'il y a cette présence donc de culture, mais aussi de sous-culture, sous-catégories. Un individu qui va travailler dans les milieux financiers à Wall Street va pas s'habiller de la même manière, ne va pas avoir les mêmes codes vestimentaires que, un fermier qui travaille dans les vignobles, par exemple. Donc, il s'agit aussi de s'adapter au contexte. Mais une chose est sûre, et ça c'est invariable, tant qu'on fait en sorte de se mettre à l'aise à côté, de s'adapter à son auditoire, là où on va être, là où on va se présenter et cetera, autre, généralement, on fait toujours bonne impression. Ouais, et pour rajouter à ce que tu dis, Rémi, il y a aussi une histoire de pays. Toi qui as beaucoup voyagé, moi aussi, c'est quand même hallucinant la différence et le différentiel que tu peux avoir entre les femmes de différents pays sur, à quel point elles vont te trouver attirantes et au sein de l'Europe. Donc c'est assez hallucinant quand même de savoir à quel point, en fait, tu peux avoir le même style vestimentaire, la même tronche et suivant le pays. En plus, on parle du coup de l'Europe, c'est pas on n'est pas en Asie ou en Amérique latine, donc dans des personnes qui auront des faciès vraiment, bah, d'une autre ethnie. Là, on est au sein, bah, du même groupe et il y a quand même des grosses différentiels en termes d'attirance physique, quoi. Ce que je trouve assez hallucinant. Alors qu'on est, espacés de quelques, centaines, quelques milliers de kilomètres. C'est culturel, tout simplement. On a les cultures et les sous-cultures.
Les cultures, donc à l'échelle d'un pays qui va s'appartenir un petit peu à l'histoire du pays. Généralement, la culture est basée sur l'histoire du pays, forcément. L'histoire du pays et aussi sa géographie, on pourrait dire, le climat du pays, forcément, entre autres, d'un côté. Et sous-culture, au sein même d'un pays, on va pouvoir avoir différentes classes, différentes castes, même parfois on pourrait dire. En fonction de ça, il va falloir s'habiller selon le contexte, forcément. On va pas s'habiller de la même manière si on est, si on côtoie, quotidiennement des individus, qui sont dans les top Fortune 500 que si on côtoie des étudiants, de lettres, forcément. Quoique, Quoique, on s'habillerait quand même moins bien si on était avec ceux du Fortune 500, juste en t-shirt noir et jean, c'est tout, oui, mais sur mesure. sur mesure. Ok, je n'ai point d'autres questions. Si tu veux continuer ton développement, Rémi, par rapport à la deuxième OK. partie. Ah ben oui, pas de souci. Fais-toi plaisir. Très bien, la deuxième partie donc par rapport au talent acquis cette fois-ci dans le domaine de la séduction et des relations. Si on prend l'exemple des 10 000 heures. 10 000 heures appliquées en séduction, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un monstre. Un monstre qui, littéralement, à qui on devrait mettre une pancarte: «Messieurs, cachez vos femmes». Voilà, donc très dangereux, extrêmement dangereux. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, alors ça, il y a quelque chose d'ailleurs de très intéressant, qui est que les femmes vont avoir, c'est principalement pour les femmes, pas pour les hommes. Les femmes vont avoir une perception biaisée de la beauté chez l'homme, avec un individu qu'elles ne connaissent pas. Par biaisé, je veux dire que en fait, la la courbe, en fait, de notation entre 0 et 10 va se reculer. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui se situent entre 2,5 et 5, 6 et personnes qui se trouvent entre 8 et 10. Mais dès le moment où elles deviennent familières avec un homme, la courbe se remet normalement. C'est-à-dire donc 0 à 10 avec bien sûr donc une médiane à 5 et correctement, étalée des 2 côtés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour un homme et pour pouvoir faire en sorte de charmer une femme, les éléments qui vont être je dirais les plus puissants, ou en tout cas qui vont avoir un impact significatif dans ces interactions, ça va être ce qu'on va considérer comme le game actif, donc le game, les techniques qui sont axées sur amener la femme dans un certain état d'esprit. C'est valable pour les hommes aussi, mais là on parle juste dans ce contexte-là parce que c'est plus facile à expliquer, surtout pour moi. Donc d'un côté qui vont emmener les femmes à un certain état d'esprit, certaines émotions, et ce qu'on pourrait considérer comme le game passif correspond au charisme. D'accord? Charisme, game. En considérant ces 2 choses, en faisant un travail sur ces 2 aspects, hem, les hommes peuvent atteindre des niveaux de valeur, des niveaux de valeur globaux plus élevés. Ce que je veux dire par là, j'en ai parlé justement hier, c'était assez intéressant. On prend un individu qui, en tout et pour tout, il n'a travaillé sur rien. Et juste, il n'a pas fait de sport ni rien quoi que ce soit, il n'a pas optimisé son style vestimentaire ni quoi que ce soit, va être à, 2,5 ou 3 sur 10, nosé par les femmes. D'accord? On fait en sorte de lui faire un relooking, quelque chose qui matche vraiment son style. On le fait aller à la salle de sport, on le fait bien manger, on le fait bien dormir. Il va monter de 3 à 5. Donc déjà, il arrive dans la moyenne, ce qui est déjà énorme, énorme. OK? Et maintenant, si en plus de ça, on le fait travailler sur son charisme et sur son game. Sachant que le game de base, c'est quelque chose qui a été développé, réellement, en tout cas à considérer ainsi, ça a été développé, heu, il y a de ça une trentaine d'années maximum, comme tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas, même si ça a toujours eu, heu, ça a toujours existé, mais juste ça n'avait pas cette dénomination-là et c'était associé généralement à la communication du charisme. Mais si en plus de ça, on lui rajoute donc un trait sur le charisme, un trait sur le game, il peut passer de 5 à 7, voire 7,5. Ce qui veut dire que à ce niveau-là,
il va pouvoir, littéralement, avec un échange d'énergie qui serait considéré comme 50-50, aller charmer des femmes qui seront à 7,5. Là où les femmes qui, elles, seront notées à 7,5, ça va primer principalement, leur valeur va être basée principalement sur l'apparence physique et juste en dessous, la personnalité et traits de caractère. Quand je dis juste en dessous, ça ne veut pas dire que c'est moins important, c'est juste qu'il y a toujours cette barrière de physique initiale, forcément, et juste ensuite, il y a la personnalité. Donc, il arrive juste, mais comme pour les hommes en réalité, parce que donc d'abord, il y a quand même l'apparence physique. C'est pour ça qu'un homme va pouvoir se démarquer avec du charisme du game, mais il faut quand même que de base, il ait optimisé un tant soit peu son apparence physique, sans quoi ce sera impossible. Donc, la partie génétique et donc tout ce qui touche à l'inné va jouer un rôle, effectivement, mais on peut quand même travailler sur ça. On n'est pas condamné à rester à une valeur nominale intrinsèque de 2 sur 10 ou de 2,5. Il faut juste se bouger le popotin. J'ai une question par rapport aux femmes. Donc là, tu parles d'apparence physique. Hem, à quel point le style vestimentaire joue dans l'apparence physique? Du coup, apparence physique, on prend en général le, la tête et du coup le corps. Et j'ai l'impression que chez les femmes, le style vestimentaire joue encore plus que chez les hommes, parce que les femmes passent beaucoup plus de temps, en général, sur leur style vestimentaire. Mais, tu vois, en fait, à quel point ça joue, selon toi, ça joue dans la note globale? Parce que j'ai l'impression et c'est triste et c'est assez dommage, hem, des filles très jolies vont naturellement avoir une meilleure apparence, vestimentaire que des filles, moins jolies. En fait, elles vont prendre plus soin d'elles et vont avoir une apparence, vestimentaire, plus développée. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé. Tu es pas sûr, mais Rémi, Non, bon, dis-moi à quel point ça joue, tu vois? je veux te dire, c'est un biais cognitif OK. qui est simplement que les personnes qui physiquement sont attirantes et charmantes, fondamentalement, tout va leur aller. C'est-à-dire Intéressant. qu'une personne comme ça, littéralement, va pouvoir porter, j'ai envie de te dire presque un sac à patates, que ça lui ira. Quand tu vois le nombre de mannequins qui portent des collections où tu te dis: «Mais attends, oui, c'est de l'art, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait». Et tu vois ce qu'ils portent, d'un point de vue standard de beauté, tu te dis: «Ça ne correspond pas du tout au standard de beauté» et pourtant ça leur va et ça fonctionne. Et ce n'est pas, disharmony, c'est pas ça n'enlève pas à l'harmonie de l'ensemble, tu vois? Donc c'est qu'il y a quand même une influence de l'individu en tant que tel, tu vois? Donc ça déjà. Mmh. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que les femmes ou pourquoi est-ce que on va dire, le style vestimentaire va être beaucoup plus quelque chose mis en lumière chez une femme que chez un homme? C'est parce que, rappelons-nous, l'homme initie ou l'homme masculin initie, la femme répond. Comment faire en sorte que l'homme initie? Il s'agit pour cela d'attirer son attention avec une apparence physique qui est optimisée. Là où pour un homme, ce sera pas nécessaire parce que c'est l'homme qui va initier et donc il va s'introduire à la femme et c'est là qu'il fait son impression. Là où l'impression que la femme fait sur l'homme va être généralement pré-interaction, pré-interaction, pré-communication. Même si on pourrait le considérer comme une communication en fait, non verbale, parce que OK. c'est le voilà. Et dans le du coup, l'attirance globale, est-ce que tu peux me dire à quel point ça pour répondre à la question, à quel point ça joue? Parce que quand même, enfin, OK, il y a des filles très jolies qui sont habillées comme des sacs à patates, mais du coup, il y a des sacs à patates et il y a des filles qui sont extrêmement bien habillées, super classe, super bien apprêtées. OK, Ça te une suffit? fille 5 sur 10, une fille 5 sur 10 sans compter juste en apparence pure physique, OK, c'est-à-dire ouais, le OK. visage et le corps, elle peut monter à 8 sur 10 avec un style vestimentaire ultra optimisé et un maquillage optimal. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça peut faire comme miracle ou comme horreur, le maquillage, J'ai déjà mais vu, oui, je sais, je suis au courant. c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est pour ça que personnellement, je suis, une politique, cette habitude, c'est avec une femme, je lui dis: «Écoute, je serai naturel, je serai au naturel, sois-le aussi, pas de maquillage».
C'est ton choix, Rémi. Félicitations. Je me OK. positionne. Vas-y, Romain, je te laisse, continuer. Oui. Tout à l'heure, tu as dit qu'à 10 000 heures de pratique, on est une machine en en séduction. De manière globale, on a pu voir qu'après 10 000 heures de pratique, on est une machine dans n'importe quoi. Qu'est-ce qu'est-ce qui se passerait après la logique Le joyau national. Trésor national à 10 000, joyau mondial à 50 000. à 50 000 heures de séduction. Mais quel résultat est-ce qu'on peut avoir et quel niveau est-ce qu'on peut avoir à 20 heures et à 100 heures qui sont certainement plus accessibles à la majorité des personnes? Ouais, si tu peux faire un espèce de Pour classement en fonction du nombre d'heures, ça Bah peut alors, être cool. bien sûr, plus on pratique, plus on sera bon, mais on va dire les résultats qu'on peut avoir et ce qu'on peut réussir à concevoir. Très pertinent. Déjà, il faudrait mettre un ordre des priorités pour comprendre sur quoi est-ce qu'on devrait travailler. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, il y a énormément de domaines qui sont concomitants et qui se rassemblent tous pour venir former justement cet ensemble qui est la valeur, qui non pas est la valeur perçue et la valeur réelle d'un individu. Par valeur perçue, ça veut dire comment est-ce qu'on va jeter de la poussière aux yeux à quelqu'un pour lui faire croire qu'on a une valeur qui n'en réalité pas le cas. Donc c'est quelque chose de superficiel. Valeur réelle, c'est valeur profonde. Moi, je le base généralement sur, je dirais, 3 grands aspects. La base de la base qui va faire que déjà on va avoir une bien meilleure énergie. Non, même 4 grands aspects. Numéro 1, c'est un sommeil ultra qualitatif. On dort bien, on se sent bien et on fait les choses bien. On a une bonne énergie, on est capable de communiquer avec 100 de nos capacités cognitives. Là où si on enlève 1 heure, on perd entre 15 et 20 on enlève 2 heures, on perd jusqu'à 45 Bon, ouais, c'est beaucoup. Donc le sommeil. En 2, c'est une bonne alimentation. You are what you eat. On est ce qu'on mange, effectivement. Plus on mange de la nourriture de qualité, par exemple les ingrédients du jardin, on va chasser le gibier, par exemple, on élève des vaches, peu importe, plus on va se sentir bien aussi et plus aussi on va avoir un physique, propre, en mangeant bien, en mangeant équilibré, forcément, on le sait, non. 3e aspect, suite logique, c'est quoi? C'est l'activité sportive. Forcément, une activité sportive régulière, que ce soit un sport quel qu'il soit ou aller à la salle de sport, ça peut être plus simple pour ceux qui sont dans le contexte urbain. Pareil, qui va renforcer notre apparence physique. C'est quelque chose de naturel qui vient, s'imbriquer dans tout notre processus pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. 4e aspect, c'est l'optimisation sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est impossible de devenir un homme de haute valeur, un homme phénoménal, si on passe du temps seul dans sa chambre, en train de s'astiquer le poireau. C'est possible. Et David Deida, je citerai David Deida qui a écrit une phrase qui me paraît extrêmement pertinente, des plus pertinentes dans son livre le La voix de l'homme éveillé. Il a dit: «Des éjaculations excessives mènent à une bonne vie, pas à une vie excellente». Et ça, on peut le comprendre comment? Pour l'homme, lors de l'éjaculation, il y a un déversement de son énergie. Énergie qui, généralement, est assez dense. S'il la conserve, il l'accumule, il peut la transmuter en énergie créative. Création qui permet de faire quoi? D'apporter de la valeur. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que s'il y a éjaculation fréquente, il y a perte de l'énergie, donc perte sur la valeur qui peut être apportée par ce perte de la création. Donc là, c'est la base. C'est les 4 choses vraiment importantes. Là, on donne déjà beaucoup de valeur déjà. 4 choses, vous faites ça, déjà vous serez meilleur. C'est ça ce qu'il y a à faire, je veux dire, en priorité sur les 100 heures par an.
Et encore, que ça. Mais bon, c'est Bah, vrai que c'est beaucoup plus simple de travailler là-dessus. là Oui, là, on est sur quelque chose d'extrêmement pertinent, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une base fondamentale qui peut être incorporée dans n'importe quelle vie, à n'importe quel moment, en prenant simplement les réflexes et en y accordant plus d'attention, en supprimant les 2 heures de Netflix avant d'aller dormir, et en les remplaçant par 2 heures de sommeil. Donc ça, de manière globale, ça marche sur tous les aspects de la vie pour devenir quelqu'un, de plus puissant et qui va davantage maîtriser son don inné. Voilà la petite synthèse et donc maintenant précisément, comment devenir une pièce en étain, donc après 20 heures de pratique, puis une pièce en or après 100 heures de pratique. OK. Parlons de plus concret, donc par l'aspect plus, apparence physique, charisme, game. Mmh, je dirais l'ordre de priorité après ça, si on considère du coup le fait que les personnes vont à la salle de sport ou font du sport et du coup s'entraînent physiquement, il faudrait consacrer sur ces 20 heures, si on prend juste les statistiques, il faudrait consacrer sur ces 20 heures, je dirais 1 heure et demie à 2 heures pour raffiner son style vestimentaire et capillaire. Parce que ça joue réellement, ce qui va faire qu'on va, malgré tout, qu'on le veuille ou pas, faire une bonne première impression. Ça va quand même jouer. Ça veut pas dire justement se conformer à tout le monde, hein, se conformer à la masse, c'est pas ça. C'est juste trouver le style vestimentaire qui nous correspond, principalement. Avec cette base de confort, sentir à l'aise et s'adapter un petit peu aussi à la culture dans laquelle on est, d'une certaine manière. On peut être disruptif, ça va correspondre à certaines personnes et pas à tous. Donc, on adapte. Deuxième aspect, ça serait un travail sur la communication, verbale, paraverbale, non verbale. Le verbal, raffine son vocabulaire, c'est-à-dire lire, lire suffisamment, qui va être aussi associé à la répartie d'ailleurs, on peut le dire. Donc verbal et répartie, on peut le mettre ensemble. Je dirais qu'il faut y consacrer sur les 20 heures, 5 heures, cinq bonnes heures, ouais, c'est déjà pas mal. Voir un peu plus d'où on part. Effectivement, je lisse. Mais 5 heures, on va dire comme ça pour simplifier. Le langage paraverbal, l'utilisation du ton de la voix. En gros, ton, volume, débit, globalement. On a aussi l'intonation, le rythme, il y a plein d'autres choses, le silence, les pauses, tout ça. Mais bon, pour simplifier, ton, volume, débit, avec la voix. Très important, extrêmement puissant lors d'une rencontre, n'importe quelle interaction en réalité. Donc là, j'y consacrerai, pareil, 5 heures. Langage non verbal, cette fois-ci, langage corporel, la maîtrise des signes, comprendre son corps, comprendre le corps de l'autre, réussir donc à appuyer ce que l'on dit déjà sur notre propre corps, mais aussi à comprendre les indicateurs d'intérêt et de désintérêt chez l'autre. 3 heures. Ça, c'est plus en spécialisation, ça. C'est pour aller plus loin. Quand on a 100 heures de quota, là, on peut aller plus loin. Et juste pour 20 heures, 3 heures, c'est bon. Donc là, si on fait le calcul, on est déjà à 15 heures au total. 5 heures de vocabulaire et de répartie, 5 heures de paraverbal, 3 heures de non-verbal et 2 heures d'apparence physique. Il nous reste 5 heures. À votre avis, à quoi est-ce qu'on consacre ces 5 heures? Si vous avez suivi. À les aborder. Non, enfin à les tester, à les mettre en pratique les compétences. Mais juste avant ça, j'aimerais ponctuer pour faire x100 sur l'investissement des 15 heures de base. Prenez 1 heure, 2 heures pour identifier par projection mentale, en vous inhibant dans ces situations, pour lister toutes les peurs qui sont liées au fait d'être dans ce contexte de séduction, toutes les émotions qui sont liées, peur, angoisse, doute, crainte, machin, et ainsi que les douleurs physiques qui y sont liées et les croyances qui y sont liées. C'est-à-dire qu'est-ce que vous vous dites avant de faire la chose. Libérez ça et là vous serez un monstre. Je te laisse reprendre. C'est vrai, je rajouterais juste que j'attends que tu dises, qu'est-ce qu'on va faire des 5 heures, mais pour avoir, déjà expérimenté le truc et connaissant d'autres personnes expérimentées,
sur ces 5 heures, tu vas passer 4 heures et demie à marcher tout seul dans la rue, en ne parlant à absolument personne, parce que ça te fait flipper de communiquer avec une inconnue. Voilà, je te laisse continuer, Rémi. Donc ouais, soignez vos traumas. Ouais. Bah, écoutez, sur ces 5 heures, là, parce que sur 20 heures, moi, je miserais tout sur le travail sur soi, plutôt que d'aller se confronter au terrain. Donc, les 5 heures restantes, c'est travail de profondeur sur la confiance en soi, forcément, mais aussi, a fortiori, sur le game. Le game, c'est quoi? C'est globalement la compréhension du psyché du sexe opposé. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quelles sont les manières de communiquer avec eux qui vont le plus fonctionner et apporter les meilleurs résultats? Parce qu'encore une fois, on communique pour l'autre et pas pour soi, forcément. Et faire un travail, comme tu as dit Romain très justement, de compréhension de ce qui nous motive en fait à faire ce travail. Pourquoi est-ce qu'on veut être en relation avec d'autres individus? Pourquoi c'est important pour nous? Est-ce qu'on veut juste plaire? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que c'est une quête de satisfaction? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est parce qu'on a fait ce travail sur soi et qu'on est prêt à recevoir une personne dans notre vie? Une ou plusieurs d'ailleurs, mais bon, peu importe. Donc, bien comprendre pourquoi on fait les choses avant de les faire. C'est super intéressant. Parce que c'est vachement bien, parce que la question initiale de Romain, c'était vraiment comment travailler le game spécifiquement pour, pour les membres du sexe opposé, donc pour les gars, pour qu'ils puissent plaire aux filles. Et on se rend compte qu'en fait, ce que tu as dit, c'est applicable à tout, en fait. C'est-à-dire qu'au contexte, en fait, c'est applicable au contexte global des relations sociales, et ça va faire qu'améliorer tes relations sociales, dans tous les cas de figure. Et c'est aussi cool parce que les filles aussi peuvent appliquer ça. D'ailleurs, une fille qui a travaillé sa prosodie, ça doit être, Ouf! ça doit être sacrément C'est balèze. c'est 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 donner une fille qui travaille ces aspects-là, c'est donner des ailes à un tigre. C'est ça, en fait. C'est-à-dire vraiment, ça lui donne c'est pas une blague, ça lui donne la Mais capacité j'imagine bien, ouais. de séduire un homme parce que qu'on se le dise qu'on se le dise, un homme, c'est sensible, sensible au charme. C'est-à-dire que ce qui va plaire à un homme, c'est pas: «Oh» avant tout, la majorité des hommes, c'est pas la beauté. Non, c'est pas la beauté, c'est le charme, c'est le charme. Et l'homme qui est sensible au charme, parce qu'il va avoir une femme qui sait exactement quoi lui dire, comment lui dire et qui va l'enivrer avec sa saveur, avec son côté suave, cet homme-là, on l'a perdu. Et si l'homme-là n'a pas travaillé sur son contrôle émotionnel et qu'il n'est pas au courant justement de ce qui se trame dans la communication, on pourrait dire, verbale, non verbale, mais donc communication sous-jacente en fait à l'interaction, il est fini. C'est littéralement, c'est Ulysse qui, sur son trajet, n'a pas mis ses oreilles, n'a pas mis de la cire dans ses oreilles et entend le chant des sirènes et essaye de se détacher tant bien que mal pour aller les rejoindre. Il se fait enivrer. Il n'est même carrément pas attaché. Il n'est pas attaché. Il est attaché, si, si. Il est attaché, OK. Il est impérativement attaché, sinon il se fait buter. Sinon Mmh. il Non, y mais va voir les sirènes, il plonge, il se fait bouffer. justement, un homme qui n'a pas fait ce travail sur Ah lui, oui, oui, s'il tombe face à une femme comme ça, il est foutu. ouais. Ah, il est foutu. Il est fini. Oui, juste pour les femmes préciser, développer ça sans tomber dans la triade diabolique, on renvoie un peu tout à l'heure. On précise pas quelle triade. Mmh. Hem, Et OK. peut-être, je te laisse rebondir après, Romain, mais Bah, est-ce que tu as déjà vu des femmes qui ont développé ces skills, Rémi? C'est, de prosodie notamment, de charme donc forcément, mais de prosodie, c'est un truc que j'ai, parce qu'à part du coup les filles que je connais qui ont fait du théâtre, tu vois, qui savent mieux communiquer que, la moyenne des filles, tout simplement parce qu'elles font de l'impro, elles parlent, elles apprennent des textes, donc il y a un vocabulaire. Des filles aussi qu'on lit beaucoup de littérature, tu vois, qui ont un vocabulaire plus développé. Hem, j'ai jamais vraiment, ouais, vu de femmes pour le moment en physique.
qui a développé ça, son paroxysme, tu vois? Qui a vraiment une capacité de communication absolument, ultra développée. Par contre, je sais, j'ai déjà entendu dire qu'il y a pas mal de filles, donc d'ailleurs, il faudrait que je regarde et que je check l'archétype de personnalité, qui font du mirroring, hem, Je souvent. te donne en mille. Ouais. J'ai trouvé 2 types deux archétypes principalement, OK. ESTP, ISTP. ESTP, Femmes. ISTP. OK, intéressant. Et les 2, elles tombent en face de toi, tu es fini, tu es capoute. OK. Ça tombe bien que je sois pas compatible, comme c'est Ah mon bah, archétype. heureusement, On a encore eu de la heureusement. chance. Et encore, parce qu'elles sont fortes, hein, elles sont fortes. Moi, j'ai failli tomber dans le piège justement d'une ISTP, elle est très, très forte, très, très forte. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Rien. Rien? J'ai décidé de couper court à la communication. OK, Je préférais faire ça, c'est plus simple. d'accord, et qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Je sentais dans sa manière de communiquer, dans la manière qu'elle avait même ne serait-ce que de poser sa main sur moi et cetera, tout était OK. millimétré, tout pas millimétré dans le sens, elle était en mode conscient quand elle le faisait. Mmh. C'est quelque chose qui est profondément ancré, elle sait ce qu'elle fait. Elle OK, sait ce qu'elle fait. l'inconscient. J'avais vraiment cette impression qu'elle avait répété ça des dizaines de fois parce que aussi la particularité de cette demoiselle, c'était, elle occupait un poste, très important au sein d'une banque à l'échelle européenne, même mondiale en fait, la banque à l'échelle mondiale. Un poste assez important, elle voyage beaucoup et en même temps, elle était dans la mode. Elle faisait 2 choses à la Mmh. fois. Donc une femme qui est très entreprenante, qui sait exactement ce qu'elle veut et quand elle le veut, elle l'a, c'est tout. OK. Donc j'ai préféré m'en distancer, tu vois? Je me suis dit: non, non, pas besoin. Je ne tomberai ni chez Charybde, ni chez Scylla. Très bon, les références mythologiques, toujours utiles pour venir fixer les contenus inconscients. Souvent, tu dis que les hommes sont dans l'initiation et les femmes dans la réponse. À chaque fois, il me taraude une question. Quid des archétypes de personnalité? Dans le sens, si tu peux donner un éclaircissement, où les archétypes dits plutôt introvertis vont avoir tendance à être en réponse, c'est-à-dire à finir quelque chose, à continuer quand c'est déjà lancé, versus les archétypes qui sont extravertis, c'est-à-dire qui vont avoir une tendance à avoir une grande facilité, un grand plaisir à commencer les choses. Donc, quid d'un homme introverti qui est censé être en réponse, qui devrait initier, et d'une femme extravertie qui aura tendance à initier, mais qui donc là, dans le contexte de séduction, se prêtera plus au fait d'être en réponse. C'est pertinent. Sur cet aspect-là, je dirais que l'action, le fait d'initier ou d'être dans la réponse ne va pas s'arrêter simplement à la première interaction, donc à l'abordage. Donc c'est ça qu'il faut contextualiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'initiation d'une femme extravertie va plutôt se démontrer justement, au sein de la conversation. C'est-à-dire que c'est plus elle qui va prendre l'initiative de poser des questions, par exemple, et de Mmh. s'intéresser grandement à l'homme qui, lui, pourrait être introverti et plus dans la réponse. Parce qu'on va voir généralement, moi ce que j'ai observé dans énormément de cas, c'est qu'un individu, donc homme comme femme, extraverti, va beaucoup plus se plaire avec un individu du sexe opposé introverti et vice versa. Ce que j'ai remarqué vraiment dans la majorité des cas. C'est cette forme de polarité, c'est-à-dire qu'il y a une double polarité, polarité donc masculin-féminin et polarité extra-intro. Voilà, ce qu'on se rend compte. Bref, c'est un autre sujet. Dans cet aspect-là, donc ça implique quoi? Ça implique qu'il y a cette notion de répondre à la fonction première qui va être donc pour le masculin, d'initier l'interaction et après, au sein de cette interaction qu'il y ait justement ces dynamiques sous-jacentes propres aux archétypes, beaucoup plus qu'une caractérisation qui va être, faite simplement basée sur l'intro extra, même si on peut observer quand même, je mets quand même pas mal de gars qui sont introvertis en coulisses. D'ailleurs, pour préciser, ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire,
peuvent aller voir la chaîne de Yann qui explique, ça, de manière très claire. Mais donc qui vont avoir l'habitude que les femmes viennent à eux dans le contexte, de soirée habituellement. Soirée, c'est beaucoup plus simple aussi. C'est vrai que c'est vraiment c'est la facilitation la plus grande de l'interaction. Le contexte s'y prête, surtout avec de l'alcool en plus, encore plus. Mais soit considéré comme, là, en tout cas du côté du masculin, comme du day game. Day game, le game de jour, ça veut dire quoi? C'est des contextes d'abordage où l'abordage ne se prête pas. C'est-à-dire vraiment la personne est dans la rue, il y a juste un jeu de regard qui s'effectue. Dans ce cas-là, les devants seront pris dans la majorité des cultures par l'homme, qu'il soit introverti comme extraverti. Parce que c'est une on va dire une règle de polarité Il y a eu plus. une pulsion, hein. Ouais. Ça va être C'est que dans de rares cultures où la demoiselle va justement initier dans ce genre de contexte qu'on pourrait considérer comme à froid. Voilà. ce qu'on c'est la différence à faire entre, du coup, il y a l'archétype et il y a également la nature. Il y a nature féminine, masculine et par définition, si tu prends le contexte de la nature, hem, d'un point de vue de l'inconscient collectif, l'homme, initie, la femme est en réponse. Donc c'est très intéressant ce qu'a dit Rémi, c'est vraiment dans le contexte du moment où tu vas initier la conversation que là, la dynamique extravertie, introvertie va se reprendre. Parce qu'en fait, tu inities la chose. Il y a aussi un truc Ex intéressant par rapport aux intros, pour revenir sur ça. Je me rappelle, j'avais fait un podcast à l'époque et j'avais dit un truc par rapport aux intros que je me rappelle et je suis toujours persuadé, hem, être intro, donc être un gros introverti, c'est nul. Dans le sens où vous avez moins d'opportunités dans la vie, enfin rester chez vous, ne pas bouger, hem, ce n'est pas optimal pour obtenir le bonheur, c'est-à-dire, le succès, les femmes, des amis. Les introvertis, comme c'est des introvertis, ont souvent tendance à être dans une analyse supérieure aux extravertis, qui sont toujours, tout seuls dans leur coin, donc ils font que raffiner, analyser les choses tout le temps, tout le temps. Donc c'est une habitude qu'ils prennent. Néanmoins, je peux vous le dire en tant que gros introverti, pour tous les mégas introvertis qui vont voir ce podcast et aussi ceux qui sont, voilà, forcément timides. Initiez, prenez l'habitude d'initier, de passer parce que OK, vous êtes des introvertis, mais vous avez pas d'excuses parce que si vous êtes un introverti, votre subconscient et votre inconscient est extraverti. Vous me le faites pas à moi, vous avez différents côtés dans votre personnalité, donc vous pouvez être extraverti et en tant qu'extraverti, vous pouvez être aussi introverti. Donc prenez cette habitude d'initier, de tester des choses, vous aurez que des effets positifs. Vraiment, initier, tester des choses toute la journée, lancer des conversations, appeler des gens que vous connaissez, initier des conversations avec des femmes, vraiment votre vie n'en serait que bien meilleure. Voilà, les bénéfices sont incroyablement, immenses par rapport aux risques que vous prenez et le risque que vous prenez, il va se passer absolument rien. À moins que vous soyez, le pire des singes et que vous fassiez des dingueries à chaque fois que vous avez parlé à un humain, dans la rue, ce qui n'est pas votre cas, je pense. Et si c'est votre cas, vous faites une, deux, trois, 4 fois des bêtises, vous vous rendez compte: «OK, bah, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais tester une autre, quelque ch une approche différente». Sachez que les bénéfices sont immenses par rapport au risque que vous prenez, donc le fait que vous n'initiez pas, c'est pas que vous êtes introverti, c'est votre peur, en fait. C'est voilà. C'est pas: «Je suis introverti», oui. non, c'est: «Je suis introverti, donc j'ai peur du monde extérieur et donc je dois faire un travail sur cette peur externe». Parce que tous les introvertis ont des peurs du monde extérieur et tous les extravertis ont peur de leur monde interne. Donc en tant qu'introverti, faites ce travail interne, vous n'en serez que plus heureux. Donc initiez les conversations, prenez l'habitude d'initier et vous verrez que vous serez dans une toute autre énergie, une énergie beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus en paix avec vous-même. Heu, J'aimerais ponctuer un peu la chose dans le sens, enfin, je suis d'accord, hein, avec ce que tu dis, bien sûr, mais dans tous les cas, la vie qu'on vit, c'est un miroir de notre monde interne. C'est-à-dire que même pour le plus extravagant des extravertis, qui a en apparence plein d'amis et cetera, les relations ne seront peut-être pas
pas très profondes, et cetera. Et si il a lui-même des névroses, des peurs, des choses qui le terrorisent, sa vie, elle va être nulle. Parce qu'en réalité, autant chez les intros que chez les extras, de manière générale, ce qui rend vivant et ce qui amène la fierté, c'est d'aller dans ces zones d'ombre et dans ces zones de peur. Alors, bien sûr, la première peur, la plus classique, c'est quand on est un introverti, de commencer des choses et de s'extraversiser. Mais c'est tout aussi important pour un extraverti de se concentrer sur son sujet, sur lui, sur ce qu'il veut bâtir, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent ou sur ses émotions internes. Et vous n'obtiendrez rien dans la vie, enfin, en tout cas, les limites de ce que vous matérialisez dans votre monde concret sont les blocages que vous avez dans votre psyché, qui font que vous ne pouvez pas vous individualiser davantage et donc intégrer certaines parties. C'est-à-dire que dans tous les cas, le travail sera à faire en vous et là, vous aurez les résultats à l'extérieur. Donc même si vous êtes un introverti, si vous n'avez plus aucune peur, que vous avez fait un gros travail sur vous-même, justement parce que vous êtes introverti, en allant au contact de la peur, vous pourriez avoir bien plus de joie, de bonheur, de succès qu'un extraverti. Quand bien même celui-là aurait plus de facilité à initier des conversations, à avoir des amis. Ouais, et pour en rajouter et conclure le sujet, ce que j'ai remarqué, parce que je fais beaucoup de traitements aussi, bah, forcément, de traitement des peurs au niveau des archétypes. Donc vous êtes introverti, vous avez une peur du monde extérieur. Donc quand vous allez être en interaction avec le monde extérieur, vous allez être sur vous-même, en fait, sur votre peur. Donc ce qu'il faut faire en général, c'est essayer d'arrêter d'être concentré sur vous et vous concentrer purement sur les autres. Ne pas attendre, voilà, une réponse positive du monde extérieur, être concentré sur les autres. Et le travail des extravertis, qui sont tout le temps concentrés sur les autres, va être de se concentrer sur leur monde interne et de voir, en fait, de confronter cette insécurité, par rapport à eux-mêmes. Parce que je connais plein, les plus gros extravertis que je connais, sont vraiment en insécurité par rapport à leur monde interne. Il faut qu'ils fassent se focus sur le monde interne et se demander: «OK, je suis en train d'initier tout le temps, je fais des soirées, je bouge tout le temps, il se passe plein de trucs dans ma vie. Est-ce que toutes ces choses qui se passent, c'est pas ici pour fuir quelque chose, une peur que j'ai?» Voilà, donc il faut vraiment que vous fassiez ce switch, que vous puissiez tout le temps passer en externe pour les introvertis, donc rester focalisé sur le monde, voir comment votre interaction avec le monde réagit et vous vous focalisez juste sur le monde sans focus sur votre peur interne, et pour les extravertis, faire l'inverse, rester sur votre interne. Ainsi parla Zarathustra. Amen. J'ai une dernière question pour nous 3. Ça, ainsi par Lazare, tout sera amen. C'est incroyable. J'ai Nietzsche, et Dieu. mec, Nietzsche et Dieu, mec. Franchement, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, c'est un peu un podcast de déglingo ça, hein. Hem, Rémi, et donc après ce sera pareil pour toi Yann et pour moi. Est-ce que tu as une référence, c'est-à-dire un livre, un film, une citation, une vidéo que tu conseilles, que tu recommandes aux gens pour qu'ils s'élèvent et qu'ils deviennent, meilleurs? Enfin, je pense que tu en as plusieurs, donc si tu en avais une seule précisément à nous partager. On est au moins 1 millier. Donc, pour tout le monde, homme comme femme, hein. Oui. Mmh. Non, seulement pour les femmes de 12 à 16 ans. Non, ou bien si tu veux une précisément pour les hommes et une précisément pour les femmes. C'est plus simple, c'est plus simple. Parce que pour les hommes, je recommanderais, comme je l'en ai parlé déjà, La Voix de l'homme éveillé de David, Deida.
que je recommande impérativement. Pour les femmes, hmm, pour donner des ailes au tigre, je recommanderais un traité qui s'appelle L'art rhétorique de Clément Viktorovitch, qui est de 600 pages sur la rhétorique et comment exploser n'importe qui en débat. Parce que moi, ma logique là-dedans, et je l'explique pourquoi je raconte ça aux femmes, si les femmes apprennent l'art oratoire et l'art du débat, les conversations avec les hommes seront beaucoup plus directes et logiques, et ça permettra de faire évoluer la discussion en passant d'implicite à plus explicite, tout en gardant une communication paraverbale et non verbale, mais que l'homme aura eu le temps de travailler aussi. Et ce sera beaucoup moins quelque chose qui sera drivé par les émotions, parce que une des règles de l'art oratoire et de la rhétorique, c'est bien de ne pas laisser influencer par ses émotions, de ressentir les émotions, d'être impliqué émotionnellement, et tout en restant sous contrôle. Ainsi par là, Rémi Boudère. Toi, Yann? Oui. Alors moi, je vais donner quelques références. Pas plus de 3, hein. Il faut en garder pour les disséminer. J'en ai 3. La première, ce sera une vidéo. Alors là, c'est vraiment le mode facile, hein. Vraiment, c'est très facile. Ça va être par niveau de difficulté. Le mode facile, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré étant plus jeune. J'ai vu cette vidéo au moins, je sais pas, 800 fois, 1000 fois. C'est les 6 règles d'or pour le succès d'Arnold Schwarzenegger. C'est une vidéo qui dure à peu près 5 minutes où Arnold Schwarzenegger parle avec une musique épique en fond où il explique les 6 règles d'or pour le succès. Voilà, trust yourself, take care of others, donc prendre soin des autres, work hard. Et je regardais cette vidéo tous les matins pendant plusieurs années et ça m'a vraiment inspiré parce que la particularité d'Arnold Schwarzenegger, c'est qu'il a un archétype assez puissant pour donner de la vision. C'est un archétype qu'on appelle le stratège, qui a une fonction cognitive qui s'appelle NI en héros. NI, c'est quoi? C'est la volonté, c'est le fait de savoir la direction qu'on prend, le fait d'être sûr de soi. Ça correspond vraiment à la sorte de confiance. Et c'est une vidéo très inspirante que je vous invite à regarder, qui est très manpower quand vous la regardez. Donc c'est très puissant pour les gars. Je l'ai déjà montré et fait regarder à plein de monde. Pour les filles, vous pouvez tester. Je sais pas ce que ça donne chez les filles. Faites un feedback si vous regardez cette vidéo, juste pour voir, ce que ça donne en termes de résultats. Donc voilà, petite vidéo, Arnold Schwarzenegger, ça c'est vraiment le basique et du coup, si vous voulez travailler sur une compétence, bah, c'est motivant. Premier livre, qui est un de mes livres, favoris en termes de compréhension et d'efficacité, c'est le 20-80 de Richard Koch. Donc pour rappel, le 20-80, 20 des résultats impliquent 80 des résultats. 20 des actions impliquent 80 des résultats. C'est le principe Pareto et il y a un livre qui a été écrit à ce sujet par un monsieur qui s'appelle Richard Koch, qui est le principe du 20-80 où il explique par A plus B que le 20-80 c'est la vie, l'effet de levier, ça marche extrêmement bien et donc quand vous savez manier le 20-80, vous avez par définition un pouvoir absolument immense parce que en 20 d'efforts, vous pouvez obtenir 80 de résultats. Donc c'est un livre qui est vraiment, si je devais mettre une note à ce livre, c'est 10 sur 10. C'est un livre qui est absolument incroyable. Et le deuxième livre que j'ai ici, qui est un livre un peu plus complexe, qui n'a pas été traduit en français, c'est ce bouquin, L'éducation des millionnaires de Michael Ellsberg. Et dans ce bouquin, c'est un copywriter qui explique son cheminement. Donc c'est à moitié du storytelling et à moitié un bouquin sur la vision. Il explique en fait comment développer des compétences et comment il a développé en fait sa compétence de copywriter, comment il gagne de plus en plus d'argent au fil du temps. Et il explique un concept très intéressant qui s'appelle le concept du bootstrapping. Dès que vous gagnez de l'argent, donc imaginons que vous faites une activité et qui vous rapporte 3 000 €. Sur ces 3 000 €, vous avez dépensé une partie de cet argent pour regagner en fait en compétences. Si vous avez bien fait votre travail, plutôt que gagner 3 000 € le mois suivant, vous gagnez 3 300 €.
et vous allez dépenser encore plus d'argent, forcément, par exemple 10 de l'argent que vous gagnez en compétences et vous allez faire ça, ainsi de suite. Et si vous regardez autour de vous le nombre de personnes chez vous, dans votre famille, dans vos amis qui fait cette chose, vous pouvez voir qu'il y a absolument personne. Je peux vous dire que je connais des gens qui travaillent sur ça, qui mettent une partie de leur argent dans leurs compétences et c'est un moyen incroyable. Enfin, je connais personne qui fait ça, ou que ça ne marche pas pour lui. Si vous faites ça, forcément, vous allez réussir parce que vous faites par définition quelque chose que personne ne fait, c'est-à-dire de mettre de l'argent dans vous-même, dans vos compétences. Et pour rappel, le meilleur investissement que vous pouvez faire, si vous êtes, disons, à moins de 10 000 € par mois, voire même peut-être même moins de 100 000 € par mois, c'est de l'investissement en vous-même. Plutôt que d'acheter des actions, de vouloir se lancer dans quelque chose de risqué, ou dans des choses pas forcément rentables. Quand on parle d'actions, par exemple d'acheter des actions à dividendes, ça peut être très bien. Concentrez-vous principalement sur le fait d'augmenter en compétences. Parce que ça va augmenter votre levier, qui est votre levier de faire de l'argent sur le maintenant. Et là, je parle du coup juste d'argent. Du coup, c'est pareil pour ce qui concerne la valeur sociale, économique. Voilà. Lisez des livres pour augmenter en compétences. Il y a aussi des bouquins comme Excellence de Robert Greene, que j'ai commandé mais que j'ai pas encore lu, qui est un très bon livre apparemment. Je crois que tu l'as lu, Rémi? Non. Non, tu l'as pas lu. Ok. Quelqu'un d'autre l'a lu. Quelqu'un d'autre de notre entourage l'a lu. Je l'ai lu. Voilà, c'est toi, Romain, qui l'a lu? Ok. Et oui. Voilà. Donc, Le film manquant. le chien manquant. En résumé, petite vidéo d'Arnold Schwarzenegger, le 2080 et The Education of Millionaire. Euh, Livre qui est seulement en anglais, mais qui est extrêmement puissant. Je te laisse terminer, Romain. Comment fait-on, Romain, pour développer les compétences? Donne-nous des ressources. Merci Yann. Alors, je vais donner une ressource pour devenir un monstre en entrepreneuriat et je vais donner une ressource pour augmenter davantage son niveau de sagesse. La ressource sur l'entrepreneuriat, c'est Sam Owens, qui est également un INTJ, donc l'archétype de Arnold Schwarzenegger, qui a des concepts intéressants qui peuvent être notés et mis en place. Et la ressource pour développer sa sagesse, c'est un film d'animation de 1900, fin des années 1990, réalisé par Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke. C'est un chef-d'œuvre qui met en exergue la voie du milieu, qui est toujours la meilleure, à regarder encore et encore. Très Voilà. pertinent. Très, très, très pertinent. Et j'aimerais conclure avec un dernier rebondissement à ce sujet. La voie du milieu, c'est la voie qui est prônée par le taoïsme, qui est un courant de pensée, une philosophie, ou on pourrait considérer comme une religion, pas réellement, mais on va dire plus courant de pensée, qui est d'origine chinoise, qui justement prône cette voie du milieu, de comprendre que les extrêmes n'amènent pas l'épanouissement. C'est bel et bien en trouvant son équilibre que l'on se satisfait de ce que l'on a. Merci à toi, Romain. Merci à toi, Rémi. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, je vous invite à nous faire vos suggestions en commentaire. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, suivez le podcast, ça va devenir de plus en plus intéressant, puissant et utile pour vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut!